Je ne veux pas devenir Monsieur Univers. Ça, c'est vraiment une phrase que j'ai entendue souvent lors de ma carrière en tant que préparateur physique et kinésiologue. Donc, ce qu'on veut dire par je ne veux pas être Monsieur Univers, c'est que les personnes qui viennent me voir par rapport à cette phrase-là, c'est qu'ils veulent éviter, en fait, de prendre trop de muscles, trop faire de bodybuilding, comme on dit, ou de culturiste quand on vient faire de l'entraînement musculaire. Donc, ça, c'est une croyance qui arrive souvent. Puis, ce qu'on veut dire par prise de masse, c'est surtout le phénomène d'hypertrophie. Puis c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne fera pas toute la notion aujourd'hui, donc vraiment expliquer de façon assez résumée, de façon quand même assez concise, qu'est-ce que c'est, puis de comprendre aussi comment ça fonctionne pour rendre ça un petit peu moins stigmatisé, donc un petit peu plus accessible. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, voir comment vous aimez l'épisode. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Donc, je vous souhaite à tous bon podcast et bienvenue à la barre haute. Avant d'aller plus loin dans le propos, c'est important aussi de comprendre qu'est-ce que l'hypertrophie musculaire. Quand on parle d'hypertrophie musculaire, on parle surtout d'augmentation en fait de la fibre musculaire, donc augmentation de sa grosseur surtout. Et surtout la grosseur, mais c'est que ça va nous rendre un petit peu plus musclés. Puis ça, c'est vraiment dû à certaines variables à l'entraînement qu'on va parler un peu plus tard. L'hypertrophie, ça a plusieurs bienfaits aussi, mais on va surtout énumérer les principaux et aussi comprendre son utilité. Donc, au niveau des bénéfices, ça permet d'améliorer la structure osseuse due à la soulèvement de charge. Donc, on s'est rendu compte aussi dans les études, donc dans les recherches, que le fait de travailler en force musculaire, donc en resistance training, entre autres, ça permet d'avoir les mêmes bienfaits que la consommation de calcium, donc de renforcer les os, les rendre aussi plus solides et moins à risque de fracture. Ça permet aussi d'augmenter la masse maigre, donc au niveau de l'hypertrophie. La masse maigre, le corps est composé de trois choses principalement. Donc, il y en a plusieurs autres, mais pour faire vraiment une histoire courte, c'est la masse maigre qui est vraiment composée de muscles, la masse grasse aussi, donc de lipides, d'acides gras, mais il y a aussi l'eau, qui est vraiment la majeure partie du corps. Donc, le fait d'augmenter la masse maigre, entre autres, mais ça permet d'avoir une meilleure restructuration, en fait, de nos systèmes énergétiques. Donc, si on regarde, mettons, face à un miroir, mais la silhouette devient un petit peu plus imposante, un petit peu plus musclée aussi, comparativement à quelqu'un qui fait moins d'hypertrophie, donc un peu moins imposant. Ça permet aussi d'augmenter le métabolisme de base. Donc, augmentation de la capacité de dépense énergétique, étant donné que plus notre corps est actif, plus il va être en mesure de bien utiliser en fait les substrats énergétiques qu'on consomme, entre autres, que notre corps contient, et mieux les distribuer. Et étant donné que le métabolisme est un petit peu plus actif aussi, ça permet entre autres d'avoir une meilleure maintenance du poids, puis aussi sur certains points avec différents facteurs, aider à perdre aussi un peu ce poids-là. Ensuite, ça permet aussi de stimuler le système immunitaire par les anticorps. Les anticorps sont des protéines, OK? Et les protéines, c'est ce qu'on a besoin, en fait, pour plusieurs choses, entre autres au niveau de la dégradation des muscles. Les protéines sont là pour en fait les réparer. Même chose pour les anticorps, pour en concevoir aussi pour un meilleur système immunitaire. Dans le fond, comment ça fonctionne, faire une histoire courte, c'est que quand on consomme, par contre, ce qu'on appelle des acides aminés, dans l'organisme, il va y avoir un genre de transfert qui va faire en sorte qu'on va lier la plupart des acides aminés qu'on a besoin pour différents rôles et ensuite les lier ensemble. C'est ce qui va créer la protéine nécessaire aux différents rôles. Puis dans ce cas-ci, on parle vraiment des anticorps également. Et ça, entre autres, je dis également, mais ça, entre autres, c'est que ça permet aussi, l'hypertrophie permet beaucoup d'améliorer la synthèse des protéines, donc vraiment améliorer le processus de liaison des acides aminés. Et pour terminer aussi, ça permet d'avoir une meilleure capacité à répéter une charge de travail élevée, donc à plusieurs reprises, donc au niveau d'un travail donné, mettons au sport aussi, donc moins fatigué, plus disposé
plus disposés, dans le fond, à l'effort. Il faut aussi comprendre que l'hypertrophie, OK, c'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Ça dépend de sa génétique, ça dépend de son sexe, ça dépend de l'alimentation, son niveau de sommeil, le stress, et ainsi de suite. Donc, on va commencer surtout par ce qu'on peut contrôler avant toute chose, c'est vraiment les variables en entraînement. Il y a plusieurs variables à prendre en compte. La première chose aussi et la plus importante, c'est entre autres le volume. Donc, le volume d'entraînement, le volume d'entraînement, c'est vraiment calculé en fonction du nombre de séries que l'on effectue, par exemple, pour un mouvement donné, multiplié par le nombre de répétitions et multiplié par la charge aussi. Donc, c'est plusieurs facteurs, puis ça dépend aussi du nombre de séries qu'on effectue, du nombre de répétitions, puis ça dépend aussi des recommandations et de notre objectif. Donc, si tu veux faire, par exemple, 2 séries de, par exemple, 8 répétitions, c'est sûr que si tu es une personne qui n'a jamais été entraînée, qui a commencé, il peut avoir aussi un gain de masse. Mais à certains points, ça en prendrait un petit peu plus que ça. Donc, on peut aller jusqu'à 4, 5, 6. Des fois, ça peut jusqu'à 10, mais ce n'est pas toujours ce qui est le plus recommandé. Donc, plus on augmente le nombre de séries aussi, plus on a le risque de blesser. Puis c'est vraiment des gens expérimentés qui vont vraiment bénéficier de ça. Ensuite, au niveau des répétitions, il faut comprendre aussi que pour vraiment que les nombres de répétitions soient efficaces, soit optimal, en fait, ça prend beaucoup de variables aussi à prendre en compte. C'est pour ça qu'un professionnel de conditionnement physique est tout adapté à ça. Pour ce qui est de ça, normalement, l'hypertrophie, ça prendrait entre 70 et 85% de la charge maximale que nous sommes capables de soulever, environ entre 6 à 10 répétitions. Puis ça, bien sûr, c'est vraiment de façon standard. Il y a plusieurs options qui sont proposées aussi, dépendamment du temps, dépendamment de l'objectif de la personne. Donc c'est vraiment de jouer dans ces variables-là pour vraiment aller chercher vraiment l'hypertrophie souhaitée, donc la prise de masse. Il faut aussi prendre en compte le choix et l'ordre des exercices. Donc, habituellement, ce qui serait recommandé, ce serait de commencer ces séances d'entraînement par des exercices qu'on dit pluriarticulaires. Ce qu'on veut dire par pluriarticulaire, on parle surtout d'un mouvement dans lequel on utilise plusieurs articulations à la fois en début de séance parce que c'est là ce qu'on a besoin de plus d'énergie possible. Et vers la fin, aller vers des exercices qu'on dit uniarticulaires, donc des exercices qui sont isolés, donc une seule ou 2 articulations à la fois. Mais bien sûr, il y a d'autres méthodes. Il y a beaucoup de méthodes d'entraînement qui permettent d'améliorer l'hypertrophie, entre autres, donc la prise de masse. On peut parler par exemple de pré-fatigue. Donc, on commence avec un exercice qui est uniarticulaire pour ensuite aller vers un exercice qui est pluriarticulaire, entre autres pour permettre de travailler certaines faiblesses aussi de mouvement. Ça peut être ça peut être plusieurs choses. On n'en parlera pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Puis aussi, le choix des exercices va surtout dépendre de la programmation qu'on s'est fixée durant la semaine. Il y a plusieurs méthodes aussi qu'on peut appliquer, mais surtout, le plus important à retenir, ce serait de toujours travailler le même groupe musculaire au moins 2 à 3 fois par semaine pour vraiment avoir le stimuli nécessaire pour permettre en fait une prise de masse. Si on donne l'exemple, un exemple contraire serait entre autres les splits d'entraînement. C'est dans le fond, c'est une méthode qui est quand même assez connue, qui est assez populaire. Ça, ce que ça consiste, ce serait surtout, par exemple, le lundi, je ferais des pectoraux, le mardi, je ferais du dos, le mercredi, je ferais des bras, après ça, je ferais des jambes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'inconvénient, c'est ça, c'est qu'on va simplement travailler le groupe musculaire probablement une fois, sinon peut-être 2 dans la semaine. Donc, ce serait vraiment d'aller dans des splits ou dans des entraînements qui nous permettraient, entre autres, de développer le groupe musculaire 2 fois dans la semaine et surtout espacé. C'est vraiment très important dans toute la semaine, donc sur 7 jours. Ensuite, les autres variables d'entraînement, il y a aussi les types de contractions. Donc, il y a 3 types de contractions principales. Donc, il y a les contractions excentriques, la contraction isométrique et la contraction concentrique. Isométrique, pour faire une histoire courte, c'est faire un mouvement où il n'y a aucun mouvement des articulations. Par exemple, la planche abdominale est vraiment un bon exemple de qu'est-ce que pourrait être une contraction isométrique.
On pourrait aussi, par exemple, faire le mouvement de squat à partir de la descente jusque vers le haut sans qu'il y ait aucun mouvement qui se crée, donc avec une charge excessivement lourde qui nous empêcherait de soulever la charge. On pourrait aussi, au niveau de la contraction excentrique pour le squat, ce serait vraiment la descente au squat. Donc, en préparant le mouvement, en retenant le mouvement le plus possible avec un mouvement de préparation. Comme le squat, ce serait une descente. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que cette forme de contraction-là, on peut charger excessivement lourd, donc au-delà du 100% habituel, pour vraiment que le corps puisse s'adapter à cette forme de charge, à cette forme d'adaptation de force. Et pour terminer, il y a la contraction concentrique qui va en fait être l'extension donc du mouvement, donc l'extension du muscle. Puis j'ai oublié de mentionner aussi que la contraction excentrique, c'est vraiment de comprendre que ce mouvement, c'est un mouvement d'étirement du muscle. Donc, exemple, si moi je fais un push-up, donc une pompe, mais en descendant, je viens étirer le muscle pectoral, donc je suis en excentrique. Donc là, je viens faire une contraction excentrique dans ce genre de position-là du mouvement. Et le concentrique, c'est vraiment un raccourcissement du muscle. Donc là, on vient rapprocher, dans le fond, les articulations, rapprocher les tendons du muscle. Donc, pour vraiment effectuer un effort. Donc ça, c'est vraiment les trois types de contraction. Puis encore là, ça dépend de l'objectif qu'on veut se fixer. Ça dépend aussi d'où ce qu'on est rendu dans nos entraînements. Ça pourrait servir, entre autres, pour travailler différentes faiblesses d'un mouvement, comme le squat, entre autres, quand on est au sol, pas au sol, mais vers le bas, puis qu'on veut remonter, mais qu'on a beaucoup de difficultés, dans le fond, à générer de la puissance en étant accroupi. Donc ça, ce serait un exemple. Aussi, ce qui est important, c'est la vitesse d'exécution. Pour vraiment qu'on puisse vraiment développer le plus de musculature possible, c'est vraiment d'avoir l'intention d'aller le plus vite possible, même si on a l'impression d'aller vraiment lentement dû à la charge. Donc, c'est vraiment l'intention qu'on veut effectuer la charge le plus rapidement possible. Ça démontre en fait qu'on pourrait développer davantage un meilleur gain musculaire à ce niveau-là. On peut aussi parler d'amplitude de mouvement. Donc, plus le muscle est en amplitude, donc, exemple, plus il est étiré dans une position de contracté, mais plus ça pourrait permettre en fait d'aller chercher certaines portions des fibres musculaires, donc pour aller chercher un gain de masse un petit peu plus équilibré. Et les autres aspects un petit peu plus techniques, on va venir surtout au niveau de la fréquence d'entraînement. Donc, pour ce qui est de la fréquence d'entraînement, c'est comme je l'ai mentionné un peu plus, c'est qu'on veut travailler au moins 2 à 3 fois le même groupe musculaire par semaine et surtout l'échelonner dans le temps. Par exemple, si on fait un split d'entraînement normal, comme je l'avais déjà dit, on fait les jambes une seule fois, mais exemple, si on va avec le volume qui est le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions fois la charge soulevée, puis qu'on arrive par exemple à 100 000 kg total dans notre séance. Ça, ce serait en fonction, mettons, de 9 séries, de temps de répétition. On serait à 100 000 kg pour le groupe musculaire. Mais ça, bien sûr, le problème, c'est que si on le fait, mettons, le lundi, mais on n'y retouche pas du reste de la semaine. C'est beaucoup plus efficace, dans le fond, de faire 3 séances, par exemple, de 4 séries du même groupe musculaire pour, au final, arriver avec 12 séries et ainsi être capable d'aller chercher un plus grand gain, par exemple 133 000 kg pour la même charge soulevée. Exemple. Donc donc là, on vient d'augmenter le volume avec un peu plus de facilité, étant donné que 9 séries dans une même séance, c'est beaucoup plus difficile que simplement 12 séries entrecoupées de 3 séances, donc de 4 séries. Il faut aussi prendre en compte la synthèse des protéines musculaires, donc ce qui fait qu'avoir une plus grande fréquence à l'entraînement pour un même groupe musculaire, bien, ça permet d'améliorer la synthèse des protéines musculaires, donc une meilleure capacité, dans le fond, à lier les acides aminés entre elles. En étant en période d'entraînement aussi, ce qui arrive, c'est qu'on produit des micro-déchirures au niveau des muscles. Donc là, on a une dégradation des muscles. Les acides aminés veulent se lier ensemble rapidement pour pouvoir
aller créer la protéine et réparer le muscle et le reformer, le rendre un petit peu plus fort. Donc, ça crée entre autres une meilleure réponse à l'entraînement, crée entre autres une meilleure réponse pour ce qui est de la synthèse des protéines. Donc, on optimise aussi le gain de masse par ça. Par la suite, il y a aussi la notion de tempo. Donc, ça, c'est surtout faire une parallèle avec la contraction excentrique, isométrique et aussi concentrique. C'est que le tempo, dans le fond, c'est le temps sous tension aussi qu'on veut viser par répétition. Par exemple, plus le temps sous tension par répétition, mettons que je reste dans mon mouvement pour 5 secondes versus 10, mais plus le temps de sous tension est plus élevé, plus dans le fond, on vient un petit peu plus fatigué, plus on a un effort musculaire, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une meilleure capacité à produire l'utilisation des fibres musculaires. Donc, on vient aussi chercher un meilleur contrôle musculaire, une meilleure coordination intramusculaire, ce qui va être efficace, entre autres, pour un meilleur soulevé de charge et, avec un meilleur soulevé de charge aussi, avoir un meilleur gain de masse. Je vais aussi faire une mention, je pense qu'il y en a parmi vous aussi qui ont déjà fait ce qu'on appelle l'entraînement à l'échec. Donc, l'entraînement à l'échec, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est vraiment faire un nombre de répétitions données jusqu'à être plus capable de réussir à faire le mouvement, donc avec une fatigue totale. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, pour une personne normale qui s'entraîne plus ou moins, qui commence, ce ne serait pas efficace nécessairement parce qu'on s'est rendu compte aussi dans certaines études que l'entraînement, surtout dans les méta-analyses, donc les revues systématiques qui englobent plusieurs études, que sur 15 études, il n'y a pas de différence vraiment entre l'entraînement à l'échec et l'entraînement classique. Donc vraiment un entraînement standard où on fait un soulèvement de charge sans nécessairement être à l'échec. Donc il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Donc le gain musculaire va être aussi important. Par contre, chez les personnes qui sont expérimentées, ça peut aussi être intéressant juste prévoir des fois des séances d'entraînement à l'échec, entre autres juste pour enlever un petit peu la monotonie, de faire de quoi d'un petit peu plus différent. Puis on s'est rendu compte aussi que les effets peuvent être plus significatifs chez cette clientèle-là et peu risqués, surtout quand on sait très bien maîtriser le mouvement. Si on a la difficulté à réaliser un mouvement, c'est sûr qu'un entraînement à l'échec, c'est pas idéal. Le problème aussi, c'est que quand on va faire plus de répétitions, on a tendance à rater certaines répétitions qui pourraient être efficaces avec la posture. Donc là, ce que je recommande, c'est qu'aussitôt qu'on sent une différence dans le mouvement, dans la posture, on devrait arrêter, sinon on vient enregistrer le schéma, puis on risque de le répéter aussi, le mauvais mouvement, si jamais cela vient à se reproduire aussi. Puis encore là, c'est super important d'avoir dans ces moments-là des gens qui vont vous superviser, qui vont entre autres vous accompagner pour limiter les risques de blessures. Puis pour ça, c'est vraiment d'y aller selon vos préférences. Un autre point aussi dans les variables serait de faire attention de bien respecter son temps de récupération. Les temps de récupération entre les séances, par exemple à la fin d'une séance, varient en fonction de ton objectif. Si tu veux faire un objectif d'endurance à l'effort, la période avant de retoucher à la même séance, parce que tu as un repos complet ou même actif, donc léger effort, serait entre 24 à 36 heures pour l'endurance. Pour ce qui est de la force et l'hypertrophie, on vient plus chercher 36 à 48 heures pour ce qui est du même groupe musculaire. La raison étant que la demande énergétique est beaucoup plus grande que l'entraînement en endurance. Donc, vu que la demande est plus grande, mais le temps de repos est plus grand. Puis c'est vraiment important aussi de vraiment écouter les signaux de son corps. Si tu décides de faire ton entraînement quand même, mais ça se pourrait qu'à long terme, il y ait un crash down, donc que tu descendes tranquillement aussi dans ta progression, que tu régresses, puis que là, tu n'as plus aucune progression, puis tu as plus de risques de te blesser. Donc, c'est vraiment à faire attention et de surtout pas le négliger. Surtout que dans les périodes de récupération, ou ce qu'on est aussi au niveau du sommeil, c'est là que le muscle se reconstruit principalement. Donc, il faut vraiment faire attention de bien respecter les temps de récupération. Pour ce qui est des autres facteurs, il y a d'autres facteurs à prendre en compte aussi pour ce qui est de l'entraînement de l'hypertrophie, entre autres, c'est aussi de faire le parallèle entre l'anabolisme et le catabolisme. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que
pour faire une histoire courte, c'est que dans le corps, que ce soit au repos ou à l'effort, les protéines vont quand même se dégrader et se reformer constamment. Ça veut dire que tu as bien beau vouloir t'entraîner à mettre cette liste de protéines, n'empêche que ce ne sera pas fait du jour au lendemain. Donc, il va toujours avoir les protéines qui se reconstruisent et qui se dégradent. Ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu. Donc, c'est pas aussi évident que ça d'avoir un gain musculaire rapide par rapport à ça, parce que ça reste cyclique, donc c'est continu. L'alimentation peut également avoir un facteur clé pour ce qui est des facteurs. Donc l'alimentation peut aussi avoir un facteur clé par rapport à notre objectif de prise de masse ou pour ce qui est de l'hypertrophie. Donc, la meilleure option pour vous serait d'augmenter l'apport en acides aminés par des aliments qui sont riches en protéines, entre autres comme les œufs, le poulet, la viande, et aussi beaucoup de produits végétaux comme le soya, entre autres, le tofu, qui peuvent aider à ça. Puis aussi, ça va dépendre de la consommation que tu prends par repas. Normalement, par kilo de poids par personne, en moyenne, pour une personne normale, c'est de 0,8 g à 1,2 g de protéines par kilo de poids. OK? Donc ça, en plus, il faut le compter, il faut le comptabiliser si on veut vraiment arriver dans le quoi de juste. Puis pour les personnes plus en forme, mais ça peut tomber de 1,2 à 1,5 g. Donc là, c'est beaucoup plus élevé. Donc ça demande aussi une rigueur plus importante par rapport à ça. Les glucides doivent aussi avoir un rôle important dans l'utilisation de son énergie parce que les protéines, pour vraiment avoir un gain de masse, ne devraient pas servir d'énergie. Les acides aminés peuvent être une source d'énergie vraiment lorsqu'on en a besoin en matière de survie. Donc, ça veut dire que les protéines qui ont été formées vont se dégrader, revenir des acides aminés, puis on va l'utiliser. Les glucides, avec une bonne quantité, vont nous permettre d'empêcher ça, puis en même temps d'avoir toute l'énergie nécessaire pour effectuer un mouvement parce que la source principale d'énergie pour les muscles, c'est bien entendu les glucides. On a aussi, outre l'alimentation, le sommeil et l'hydratation. Comme je l'ai dit aussi, la récupération au niveau de la restructuration du muscle se fait principalement lors du sommeil. Donc, en moyenne, 6 à 8 heures par jour. Et au niveau de l'hydratation, il faudrait viser vraiment en moyenne 20 à 30 ml par kilo de poids corporel. En moyenne, ça peut aller de 2 à 3 litres de liquide par jour. Le café est inclus également. Ce qui arrive aussi, c'est qu'au niveau de l'hydratation, l'alimentation peut également jouer au niveau de l'hydratation, les aliments solides peuvent aussi jouer un rôle. Entre autres, on peut aller jusqu'à 1 litre d'eau par rapport à notre mastication due à nos aliments. L'hydratation, il faut aussi en prendre très compte parce que c'est quand même l'eau qui va nous permettre en fait d'avoir une meilleure optimisation aussi de notre système. Donc, un système qui est hydraté est un système fort, mais il faut aussi faire attention de ne pas trop en consommer non plus. Puis on n'en parlera pas beaucoup dans différents aspects, mais surtout au niveau de trop en consommer. Donc, si on consomme trop, ben, ça peut créer un inconfort aussi et, entre autres, brimer tes performances, retarder aussi tes temps de repos dû à ton effort, dû à ton entraînement. Donc là, on vient un petit peu limiter ou désoptimiser, disons, ta séance d'entraînement. Il y a aussi le niveau de stress qu'il faut prendre en compte, surtout au niveau du cortisol qui est l'hormone de stress. Puis ça, je le mentionne surtout pour les gens qui vivent de l'anxiété ou qui vivent, mettons, du stress chronique. Pour une personne qui vit du stress de temps à autre pour des raisons spécifiques, puis ça revient s'il n'y a pas de risque en tant que tel. Mais pour une personne, par exemple, qui vit de l'anxiété, faut toujours qu'il performe, qui est toujours dans le tapis par rapport à son niveau de stress, mais ça peut réduire le travail de certaines hormones qui va te permettre en fait d'améliorer tes capacités, d'améliorer aussi ton gain de masse. Donc, au niveau hormonal, on a entre autres les peptides qui est surtout à base de protéines, mais aussi le gras. Donc, si le cortisol est beaucoup plus élevé, mais le reste des hormones qui vont te servir entre autres comme la testostérone entre autres, l'oestrogène, mais ça va venir réduire en fait l'efficacité, puis ça peut aussi nuire à ton développement.
La fatigue aussi peut avoir un rôle clé sur le système hormonal. Et il faut faire aussi attention avec la fatigue parce que ça peut aussi créer ou faire apparaître de mauvaises habitudes qu'on essaie de limiter. Par exemple, on veut avoir une surconsommation de café pour rester réveillé ou encore consommer du sucre pour acheter de l'énergie parce qu'on est tout le temps fatigué. Donc là-dessus, il faut faire super attention par des conseils qu'on peut vous donner, mais on va quand même faire abstraction, on va essayer d'être le plus résumé possible parce que ça va être parce que c'est quand même beaucoup touché, beaucoup d'informations, puis j'en donne déjà beaucoup à ce niveau-là. Puis le dernier facteur aussi que je pourrais donner serait au niveau du sexe. Donc, homme, femme. Puis ça, c'est vraiment au niveau du taux de testostérone qui va vraiment venir varier le gain musculaire. Pour ce qui est des femmes, entre autres, on peut déterminer que le taux de testostérone est beaucoup plus faible parce que le taux d'oestrogène est plus élevé. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ça appelle jusqu'à 20 à 40 fois moins d'androgène, donc en moins de testostérone chez les femmes comparativement aux hommes. Puis aussi, les femmes, je dis les femmes, mais tu sais, le sexe féminin, entre autres, ont tendance à avoir moins de fibres musculaires disponibles à l'effort. Donc, ces deux facteurs-là, bien que je comprends qu'on ait peur aussi de prendre la masse puis d'avoir trop d'épaules ou ainsi de suite, ça peut quand même être intéressant de le noter aussi. Donc, en résumé, vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte avant vraiment de dire qu'on va devenir Monsieur Univers, qu'on va devenir vraiment musclor ou Arnold Schwarzenegger, désolé pour la prononciation. Tous ces facteurs-là, que ce soit au niveau des variables d'entraînement, il y en a déjà beaucoup c'est vraiment les professionnels qui vont aider pour votre objectif de prise de masse, mais si votre objectif n'est pas la prise de masse en tant que tel, ne vous inquiétez pas pour ça. Puis je parle autant pour les hommes que pour les femmes. Les autres facteurs, comme je vous l'ai dit, la dégradation, la restructuration des protéines, l'alimentation aussi, le sommeil, le stress et le sexe, c'est quand même des éléments qui sont malgré tout importants. La génétique aussi là-dedans. Puis en plus, je viens simplement d'effleurer une petite partie, de ce qu'est l'hypertrophie musculaire. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas certain de faire un entraînement musculaire, moi je vous dirais que avant de dire qu'on va vraiment développer des muscles, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a plusieurs adaptations aussi, puis je ne les ai pas nommées. Je vais faire une histoire courte. Il y a toujours l'adaptation neurale qui est dans le fond l'augmentation de la force, l'amélioration du mouvement dans un court laps de temps. Tu as aussi l'adaptation qui est mécanique, qui est dans le fond la structure des os, meilleure capacité de mouvement, meilleure coordination aussi des muscles. Puis pour terminer, il y a l'adaptation métabolique, que là, c'est vraiment vers la fin qu'on commence à avoir un changement dans notre corps un petit peu plus visuel. Puis ça, c'est vraiment à partir de la 6e semaine et plus, même à 12 semaines, avant qu'on voit des changements. Donc, c'est pas si rapide que ça aussi de développer ces muscles. Il y a beaucoup de changements internes, intérieurs qui vont beaucoup aider à l'amélioration de nos objectifs, mais c'est vraiment de comprendre qu'il y a le mythe de « je vais prendre du muscle rapidement », c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, j'espère que je vous ai fait un petit peu plus comprendre quel serait plus l'intérêt pour vous de l'entraînement musculaire. Si jamais vous aviez des peurs par rapport à ce sujet-là, que j'ai réussi à vous les dissiper. Puis si encore vous voulez avoir des informations un petit peu plus spécifiques ou un petit peu plus poussées sur certains sujets reliés à la musculation, mais vous pouvez toujours me laisser un commentaire, me contacter le plus possible. Donc, je vous remercie à tous de votre écoute et je vous souhaite bientôt... merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite à la prochaine pour un prochain épisode à la barre haute.